qu'elle en pense, notre invitée, de ce plan chasse du gouvernement? On va lui demander. C'est Corinne Lepage, l'ancienne ministre de l'Environnement, qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans Midi Politique. Bonjour Corinne Lepage. Bonjour. Bonjour Corinne Lepage, merci beaucoup d'avoir accepté. Bonne année. Vous aussi, bonne année. Depuis des années justement, et bien avant beaucoup d'autres, vous aviez une certitude, la planète va mal, il y a urgence, il faut agir, une certitude pour laquelle vous avez expérimenté plusieurs méthodes de combat. Vous avez été avocate, vous l'êtes toujours, puis ministre de l'Environnement dans le gouvernement Juppé sous la présidence de Jacques Chirac, puis candidate à la présidentielle, puis à nouveau avocate, puis proche de François Bayrou, puis députée européenne, puis soutien d'Emmanuel Macron pour finalement changer d'avis et ne plus soutenir le président de la République. Est-ce que notamment le fait qu'Emmanuel Macron soit, disent-ils, le président des chasseurs est une des raisons qui vous a fait lui tourner le dos? Non, honnêtement, ça fait partie d'un tout. C'est plus une méthode de gouvernement, un désaccord entre les actes et les paroles, des priorités qui ne sont pas les miennes. Voilà, c'est plutôt cela, les sujets de fond. Bon, sur la chasse, ce qui vient d'être dit sur la nécessité de la chasse, de la régulation du gibier, entièrement d'accord. Mais le week-end, il y a 2 jours, donc on pourrait tout à fait considérer que le samedi, pour les chasseurs, est un jour de chasse et le dimanche, un jour de famille. Donc le gouvernement aurait dû interdire la chasse le dimanche, je pense que oui, parce que c'est pas... Qu'est-ce qui les a retenus alors ? Parce que le lobby de la chasse est extrêmement puissant. Thierry Coste sévissait déjà de mon temps. Je lui avais interdit l'accès de mon bureau en disant que je ne recevais pas les lobbyistes, mais simplement les fédérations de chasse. Thierry Coste, qui est un des plus grands lobbyistes des chasseurs. C'est le lobbyiste en chef, disons. Voilà. Donc, ils ont encore sévi. C'est extrêmement regrettable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La sécurité prime quand même. Alors, je veux bien entendre qu'il y ait moins d'accidents mortels, mais il y a toujours beaucoup d'accidents. Et quand on fait le compte de tous les accidents, on se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup le dimanche. Et puis, quand on se regarde ce qui se passe chez nos voisins, on voit que beaucoup de pays ont interdit la chasse le dimanche. Beaucoup de nos voisins. Donc, c'est pas quelque chose de totalement déraisonnable et c'est pas une interdiction globale de la chasse à laquelle je ne suis personnellement pas favorable. Comment on passe de macronistes déçus, de macronistes d'abord, puis de macronistes déçus à opposantes sévères? Parce que vous n'avez pas de mots assez durs, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, contre ce gouvernement. Comment ce chemin s'est-il fait en si peu de temps? Quand même, en quelques années. D'abord, je ne dirais pas que je suis une opposante sévère. J'essaie d'être juste. Quand il y a des choses bien, je le dis. Et je n'hésite pas à le dire. Qu'est-ce qu'il y a de bien, alors? Dites-nous. Selon vous. Là, en ce moment... pas grand-chose. Les positions, par exemple, qui étaient prises sur les océans, c'était pas mal. C'était pas mal ce qui a été fait sur ce sujet-là. Même si, là aussi, les actes et paroles sont pas les mêmes. Oui, j'ai soutenu Emmanuel Macron en 2017 parce que je pensais qu'il représentait un espoir. Je me suis rendu compte dès l'été 2017, donc c'était très rapide, avec la loi sur l'exemplarité et avec la manière dont était géré le mouvement La République En Marche, qu'on était à l'opposé, à l'antithèse de ce qui avait été dit pendant toute la campagne. Et personnellement, j'en ai été très gênée. Parce que j'ai beaucoup de défauts, comme tout un chacun, mais je suis quelqu'un d'assez carré et de droite. Et l'idée d'avoir dit des choses à mes concitoyens pour les appeler à voter Emmanuel Macron, qui se sont révélés totalement inexacts, m'a gênée profondément. Vous êtes senti trahi? Un peu, voilà. Et puis, c'est vrai que sur la politique environnementale, je sais que c'était pas un grand écologiste, on avait eu suffisamment de débats pour que je le sache. Mais néanmoins, dans le travail sur le programme, j'étais arrivée à faire passer un certain nombre de choses avec d'autres, pas toute seule. Et c'était de reculade en reculade. Sans que lui ne soit forcément un grand écologiste, comme vous venez de le dire, il aurait pu s'entourer de gens qui portent des valeurs que vous partagez. Et pour autant, dans un tweet très récent, vous avez écrit « Y a-t-il un ministre de l'Environnement au gouvernement ?» Voilà ce tweet avec une interview partagée sur notre antenne France Info de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Vous les trouvez tous mauvais, ceux qui sont succédés à ce ministère? J'aurais pas de jugement autant à l'emporte-pièce. Je pense que quelqu'un comme Nicolas Hulot, il a essayé de faire quelque chose. Mais il avait... Je pense que... Y a-t-il un ministre de l'Environnement au gouvernement? C'est un jugement sévère. Oui, j'entends bien. C'est Christophe Béchu, on le rappelle, le ministre de la Transition écologique. Si vous faites un micro-trottoir en France... Vous demandez qui est le ministre de l'Environnement actuel de la Transition écologique, je ne suis pas sûre que vous ayez 50% de réponses avec le non. Je ne suis pas sûre. En fait, on ne l'entend pas. Et surtout, je dirais qu'il n'imprime pas
le secteur ministériel qu'il doit défendre, qui est quand même majeur, qui est la transition écologique, disons que c'est vraiment un parent très pauvre de tout ce qui se fait actuellement. On parle beaucoup de la transition énergétique. On a une ministre qui est très présente. Agnès Pannier-Runacher. Absolument, qui est très présente, qui essaye de faire des choses, d'autres moins bien, mais d'autres pas mal. Mais lui, on ne l'entend pas et il ne défend pas l'environnement. Je suis désolée, je ne le vois pas défendre son secteur. Qu'est-ce qu'il fait là alors ? Il administre une administration, mais très franchement, c'est très décevant. C'est très décevant. Vous avez... C'est un poste difficile, hein, je ne disconviens pas. Mais le ministre de l'Environnement, il est quand même là pour l'ouvrir de temps en temps, y compris quand ça ne fait pas plaisir. Ben oui, mais c'est à ça qu'il sert. Il sert à défendre le long terme. Il sert à défendre des intérêts qui ne sont pas toujours extrêmement électoralistes, n'est-ce pas, qui ne font pas nécessairement plaisir à tout le monde. N'empêche que quand on a des ministres un peu à poigne, les choses avancent. Vous avez cité 2 titres, le ministre de la Transition écologique, la ministre en l'occurrence Agnès Pannier-Runacher, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Sous sa responsabilité, il y a 2 ministres délégués à la ville et au logement. Et puis il y a Bérengère Couillard qui est secrétaire d'État seulement, pourrait-on dire, à l'écologie. Elle est ce soir l'invitée de Gilles Bornstein, 19h30 sur France Info. Si vous l'aviez en face de vous, quelle question lui poseriez-vous à Bérengère Couillard ? Je lui demanderais comment elle pense pouvoir réellement faire de son secteur ministériel, sous-secteur ministériel... C'est la biodiversité. Hein. Une priorité. Mais oui, mais enfin, dans l'écologie, il n'y a pas que la biodiversité. Il y a quand même beaucoup d'autres sujets. Et même sur celui-là, écoutez, très franchement, entre la réautorisation des néonicotinoïdes, dont on sait que c'est une catastrophe totale pour les abeilles, et dont je pense qu'on n'a pas vraiment besoin aujourd'hui, les mesures sur la chasse... C'est uniquement pour les producteurs de betteraves, c'est ça ? Oui, bien sûr, c'est uniquement pour eux, sauf que pour les abeilles, c'est une catastrophe. Sur nos positions, franchement, très molles, sur le glyphosate et les produits chimiques en général, sur le fait qu'on n'a pas vraiment poussé au niveau communautaire pour aller beaucoup plus loin. Très franchement, la biodiversité, ça commence là quand même. Aujourd'hui, c'est la pollution chimique qui est une catastrophe pour la biodiversité, beaucoup plus que le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, ça commence, mais c'est la pollution chimique qui nous a mis dans l'état dans lequel nous sommes. Et pour autant, vous critiquez ce gouvernement, mais jamais le budget de ces ministères-là n'aura été aussi élevé. Dans le projet de loi de finances 2023, 60 milliards pour la transition écologique et énergétique, à jeu égal avec l'éducation nationale, premier budget de l'État. Est-ce que là, ce n'est pas, pour le coup, un signe qui serait de nature à vous rassurer, à vous convaincre ? Tout dépend de ce que vous mettez dans le ministère. Aujourd'hui, dans ce ministère-là, vous avez les transports, vous avez le logement, vous avez énormément de sujets qui, certes, touche à la question de la transition. En réalité, tout touche à la question de la transition. Et c'est pour ça qu'il y a ce ministère très élargi. Oui, mais dans le même temps, qu'est-ce qui est vraiment les dépenses positives favorables à l'environnement ? Quand vous mesurez, je ne veux pas donner des chiffres qui sont inexacts, mais le principe de ce que je vais dire est exact. Quand vous mesurez les dépenses en faveur de l'environnement et les dépenses en défaveur de l'environnement, c'est ces dernières-là qui l'emportent encore aujourd'hui. Donc vous auriez été meilleur que Christophe Béchu, non, c'est ce qu'on retient dans vos propos aussi. Je ne dis pas cela. En sous-texte. Je ne dis pas du tout cela parce qu'un ministre, il fait aussi ce que son Premier ministre et son Président de la République l'autorisent à faire. Et je dirais que du temps où le ministère de l'écologie était petit, ce qui était mon cas avec un petit budget, j'avais au moins un avantage, c'est que je ne m'occupais que de ce secteur. Et que par conséquent, mes arbitrages, ils se passaient à Matignon. J'en perdais beaucoup, j'en ai gagné quelques-uns, mais c'était beaucoup plus confortable de défendre que ce secteur-là et non pas une palanquée de secteurs comme le font aujourd'hui les ministres de la transition écologique. C'est noté. Demain, à peu près en même temps qu'Elisabeth Borne présentera sa réforme des retraites à l'Assemblée nationale, c'est Agnès Pannier-Runacher, dont nous venons de parler, qui tentera de faire voter son projet de loi accélérant le déploiement des énergies renouvelables, ENR. Vote solennel demain. Si vous aviez été député, auriez-vous voté ce texte ? Alors, je comprends parfaitement, notamment ce qu'a dit David Cormand ce matin à votre antenne et que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Moi, je crois que je l'aurais voté. Je crois que je l'aurais voté parce qu'on a tellement besoin... À rebours des écologistes qui s'abstiendront. Oui, mais le texte est mauvais. Je suis d'accord avec eux. Donc vous auriez voté un mauvais texte ? J'aurais voté un mauvais texte, mais je pense que mieux vaut un mauvais texte que pas de texte du tout. Voilà, c'est ça le problème. Certains diraient que c'est ce qu'on appelle la politique des petits pas. Oui, j'entends bien, mais puisqu'on ne nous propose pas mieux. D'accord.
Bon, je pense que je l'aurais voté. Nous avons tellement besoin de développer le renouvelable. Et voyez-vous, on a un texte qui est mauvais. Il est si mauvais qu'il n'est même pas capable d'intégrer les dispositions d'un texte communautaire qui est rentré en vigueur le 1er janvier 2023, donc qui est en vigueur, et qui met en place tout un système d'accélération massive des énergies renouvelables. Il y a des choses. Ça veut dire que l'Europe est plus en avance que la France. Eh bien, comme d'habitude, j'allais dire, comme d'habitude sur ce sur sujet-là. les questions d'environnement. Souvent sur l'environnement et en particulier sur les énergies renouvelables. On veut passer de 20, enfin notre projet, c'est de passer de 20 à 40% en 8 ans d'énergie renouvelable. Comment on fait avec un texte qui n'a rien sur l'autoconsommation collective, c'est-à-dire pour encourager les gens à s'organiser localement, qui certes crée un statut pour l'éolien en mer, mais veut bloquer l'éolien terrestre, ne rend pas obligatoire le solaire sur tous les toits, alors que c'est quelque chose qui ne coûterait pas très cher et qui permettrait à nos concitoyens de gagner de l'argent à terme en étant autonomes sur le plan de l'électricité, puisqu'en plus maintenant on est en capacité de mettre des petites batteries avec les toits solaires que l'on met en place. Donc c'est du gagnant-gagnant. Tout ça n'est pas dans la loi, je suis entièrement d'accord. Mais je pense que mieux vaut un texte que pas de texte du tout. Mieux vaut un mauvais texte que pas de texte. Et pour autant, on a l'impression, au-delà de la juridiction, au-delà des décisions qui sont prises sous les ordres des ministères, qu'il y a quand même une petite musique en France qui est pro-nucléaire, un petit côté réfractaire au changement. Est-ce que vous partagez ce constat-là et cette peur, entre guillemets? C'est pas une petite musique, c'est un orchestre philharmonique. Bon, il suffit d'ouvrir nos journaux du week-end, les grands journaux du week-end, je parle du Monde, du Figaro, des Échos. Vous avez dans chacun de ces journaux 2 placards publicitaires, pas une, mais 2 pages entières consacrées à vanter le nucléaire en sous-jacent et à dire qu'on n'a pas besoin du renouvelable, que c'est pas vrai. C'est les lobbies qui ont fait ça. Qui a payé ça? C'est ni vous ni moi, hein. Bon, qui a payé ça? Quand on entend Yannick Jadot sur France Info la semaine dernière, aux 8h30, je crois que c'était jeudi matin, nous dire que oui, le nucléaire, il en faudra encore pour 20 ans. Mais oui, mais je suis d'accord. Les écologistes sont en train de devenir pro-nucléaire aussi. Non, mais il a raison. On est un pays dans lequel nous avions 70% de notre électricité qui était d'origine nucléaire. Nous sommes aujourd'hui à 50%, à peu près, avec ce qui nous arrive. Bon. Il est hors de question de sortir du nucléaire avant 20 ans. C'est pas possible. On fait comment? On rouvre toutes les centrales à charbon possibles et imaginables. C'est impensable. Donc oui, on a besoin du nucléaire qui est en place. La question, c'est est-ce qu'on en fait d'autres ou pas? C'est ça le vrai sujet. C'est pas d'arrêter le nucléaire demain matin, c'est stupide, on peut pas le faire. C'est est-ce qu'on en fait de nouveau ou pas? Or, on voit bien le problème de l'EPR qui ne démarre toujours pas. Alors j'ai bien vu EPR Flamanville où Madame Borne a dit qu'elle attendait à ce que ça démarre fin 2023. Il faut encore que ce soit possible. Et il faut encore que l'autorité de sûreté nucléaire donne son feu vert, ce qui n'est pas fait. Je rappelle qu'en 2024, ça s'arrêtera de toute façon puisqu'il faut enlever le couvercle du réacteur. Bon. Donc, est-ce que vous pensez qu'un outil qui va nous coûter près de 20 milliards d'euros, si on compte les intérêts intercalaires, c'est vraiment une bonne idée de le démultiplier? Moi, je ne suis pas, par exemple, opposée aux petits réacteurs nucléaires. Les mini-réacteurs. Pourquoi pas? C'est dans son... Pourquoi pas? Les EPR, non. Mais les petits, pourquoi pas? Or, je vois malheureusement que c'est là-dessus que le gouvernement a décidé de rogner en disant qu'EDF n'a pas les moyens de faire. Ce qui est tout à fait vrai. La situation financière d'EDF est absolument catastrophique. Et ça va devenir notre situation financière à nous, puisque c'est renationalisé. Des répercussions. Donc, évidemment. Les pro-nucléaires, ils vous aiment pas beaucoup. Non, pas du tout. Ils vous aiment pas beaucoup à tel point qu'il y a des articles, des tweets qui vous accusent de mentir, d'être au cœur de conflits d'intérêts sur le sujet à l'époque où vous étiez ministre et où vous aviez pris des décisions qui ne vous rendent pas objectives aujourd'hui. Que leur répondez-vous? Très simple. Rapidement. J'ai beaucoup de défauts, mais encore une fois, je suis une fille d'une extrême rigueur. Quand je suis devenue ministre, et Alain Juppé savait pertinemment quelle avait été ma carrière professionnelle. Bon, mon cabinet, auquel je n'appartenais plus, puisque j'étais ministre et qu'il y a une incompatibilité, a rendu tous les dossiers d'environnement qui y figuraient, donc tous les dossiers nucléaires, sont partis chez un confrère. La preuve en est que ce fameux dossier de Creil-Malville que l'on m'impute, quand on regarde l'arrêt du Conseil d'État, le nom de mon cabinet n'y figure évidemment pas. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêts, c'est simple, c'est la question que je vous pose. Première observation. Deuxièmement, j'ai fait mieux. Lorsque je suis sortie du gouvernement en 1997, j'ai décidé, personne ne me l'a demandé, pendant 10 ans, de ne pas toucher à un dossier nucléaire.
Donc entre 1997 et 2007, je n'ai pas touché un dossier nucléaire. Non pas parce que j'avais un conflit d'intérêts, mais parce que je savais des choses et j'estimais que ces choses ne devaient servir qu'à l'État et à personne d'autre. Donc très franchement, sur la question de la rigueur et des conflits d'intérêts, je les attends avec le plus grand intérêt. C'est noté. Un dernier mot sur la réforme des retraites. C'est l'actualité du moment. J'aurais pu prendre votre cas personnel sans faire preuve d'inélégance en disant que vous travaillez encore aujourd'hui. J'ai passé l'âge de la retraite depuis beaucoup d'années. Voilà, vous l'assumez très bien. Vous n'avez jamais cessé de travailler. Ça veut dire quoi? Que vous êtes pour un départ tardif à la retraite à 65 ans, par exemple? Je suis pour vous êtes favorable? Non, je ne vois pas les choses comme ça. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus de souplesse. D'abord, que pour arriver à prendre sa retraite, il faut pouvoir avoir travaillé jusqu'à l'âge de la retraite. Premier problème, il est là. C'est quand vous avez 55 ans aujourd'hui, pour trouver un job, si vous n'en avez plus, vous pouvez courir. C'est très difficile. Donc il y a ce premier problème-là qui doit être traité, à mon avis, avant tous les autres. Deuxièmement, il faut pouvoir choisir en quelque sorte, l'âge de son départ à la retraite. Et ça, je pense qu'il faudrait quelque chose de beaucoup plus souple. Et troisièmement, je pense qu'on a suffisamment de problèmes actuellement sur la tête pour ne pas mettre celui-là comme étant le premier des premiers. Merci beaucoup, Corinne Lepage, d'avoir été notre invitée.